Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Excision, comment évolue la pratique au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Au Mali, de nombreuses filles continuent d'être excisées. Pourtant, différentes communautés, notamment dans les régions de Ségou et Koulikoro, ont annoncé l'abandon de cette pratique. Mais quelle est la situation réelle aujourd'hui dans le pays? Comment évolue-t-elle? Quelles sont les dispositions prises pour y faire face? Studio Tamani pose le débat dans ce Grand Dialogue en prélude à la Journée mondiale de lutte contre l'excision célébrée le 6 février. Nos invités, Yacouba Kamara, chargé de plaidoyer et mobilisation sociale du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Paul Damien Marico, chargé de programme à l'ONG Tanier au téléphone. Dr Al-Kadri Diara, vice-président de l'Ordre des médecins du Mali. Je suis Imrana Kilomega, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Yacouba, quelle est aujourd'hui la situation de l'excision au Mali? Ok, merci beaucoup et M. Maïga, merci à tous les auditeurs de Studio Tamani. Et effectivement, merci de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur la problématique de l'excision au Mali. On sait que le Mali déjà vient de mettre en œuvre une politique nationale pour l'abandon de la pratique de l'excision qui vient de prendre fin. Après la mise en œuvre de cette politique, et la question a été intégrée dans un ensemble global qui est la question des violences basées sur le genre et pour lequel l'État a élaboré une stratégie nationale pour l'abandon et des violences basées sur le genre au Mali. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie nationale que les activités de lutte pour l'abandon de la pratique de l'excision continuent aujourd'hui au Mali. Alors, cette politique nationale a été mise en place quand? Disons la stratégie maintenant, la stratégie a été mise en place en 2019 et maintenant nous continuons maintenant à assurer la mise en œuvre. Nous continuons à mener des activités et de lutte pour l'abandon de la pratique à travers ces activités de VPG au Mali. Docteur Al-Kadri Diara, vous êtes médecin, vous êtes docteur. Est-ce qu'il y a une différence entre l'excision et mutilation génitale féminine? Très bien. Merci à tous les téléspectateurs et auditeurs de Studio Tamani. Parce que nous savons que c'est 2 ou 3 télévisions plus une cinquantaine de 85 radios sur l'ensemble du territoire national. Bravo, félicitations. Et à mon co-débatteur aussi, Yacouba. Et la question, est-ce qu'il y a une différence entre les mutilations génitales féminines et l'excision? En pratique, non. Mais en spécialiste, on va trouver des détails techniques qui diront qu'il y a une différence. Mais pour l'auditoire, le message qu'on peut retenir, c'est que les mutilations génitales féminines peuvent être considérées comme égales à l'excision. Alors, ces différences-là se situent au niveau d'où? Ces différences sont techniques, parce qu'une mutilation génitale, d'abord, c'est quoi l'objectif? Parce que c'est ça la question. Au plan thérapeutique, nous, on peut être amené à mutiler les gens dans le cadre de notre pratique. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer au niveau de la région génitale, nous pouvons, au cours de ce traitement, nous pouvons mutiler la personne, mais le but est thérapeutique. Il s'agit d'apporter un traitement par rapport, par exemple, à un cancer précis. Mais dans le cadre de l'excision, ce n'est pas la même chose. L'excision, bon, voilà, c'est des pratiques rituelles de notre société où le but n'est pas thérapeutique. Donc, il n'y a pas une maladie qu'on veut traiter. Donc, en termes techniques clairs, pour nous, ce n'est pas exactement la même chose parce que nous, on peut mutiler génitalement, mais dans un cadre thérapeutique. Ce n'est pas la même chose que l'excision. L'excision n'a pas de place thérapeutique. Donc, en médecine, il n'y a pas d'excision. C'est ça le terme clair. Donc, un médecin n'excise pas parce qu'il n'y a pas de maladie qu'on veut traiter. La personne naît naturellement avec son clitoris
qui doit être respectée. Mais Ça ne pose absolument aucun problème. Laquelle de deux est plus pratiquée au Mali? C'est l'excision qui est beaucoup plus pratiquée, mais c'est pratiqué par d'autres personnes qui ne sont pas, bien sûr, des médecins. Naturellement, un médecin ne fait pas d'excision. Vous êtes d'accord avec moi? Ou bien dans vos études, vous avez trouvé des médecins qui font des excisions? Non, un médecin n'excise pas. Donc, ce que vous trouvez dans l'excision, voilà, c'est des pratiques rituelles, faites par une vieille, voilà, des gens dans le cadre traditionnel. Mais ce n'est pas à but thérapeutique. Voilà. Paul Damien Marico, vous êtes dans une ONG qui intervient dans la lutte contre l'excision au Mali. Sait-on pourquoi aujourd'hui l'excision est-elle pratiquée au Mali? Merci, monsieur. Je suis Paul Damien Marico, je suis chargé de programme à l'ONG Tanien. Je remercie tous les auditeurs et je vous remercie pour nous donner la chance de nous exprimer sur votre antenne. Merci à vous. Donc, l'excision est pratiquée au Mali pour des raisons religieuses et traditionnelles dans nos zones d'intervention. Et sait-on pourquoi les gens parlent de religion et tradition? Les gens parlent de religion, pensent que l'excision c'est un concept religieux, c'est une obligation religieuse de faire l'excision. Et traditionnelle, d'autres pensent que donc l'excision est liée à la tradition, aux coutumes de nos traditions. Donc c'est ce qui même complique même les activités de lutte pour l'abandon de cette pratique. Allez-y. D'abord, moi, j'avais oublié de saluer Paul. Je ne savais pas que voilà, il était en ligne. Ça avait été dit, j'avais oublié. Donc, je voulais compléter un peu, parce que ce qu'il a dit, les raisons religieuses sont vraiment à minimiser, à négliger pratiquement. Voilà. Les raisons sont plutôt culturelles que religieuses, parce que les pays les plus religieux, en tout cas, si on dit religion, on se pose la question, il s'agit de quelle religion? Si c'est l'islam, je pense que, en tout cas, là où on a connu l'islam, là, il n'y a pas d'excision. Donc, je crois que la raison est essentiellement traditionnelle. Et ce n'est pas toutes les traditions, c'est certaines traditions qui peut-être pourront être détaillées par la suite, parce qu'il y en a d'autres traditions aussi qui ne pratiquent pas. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter, quoi. Merci. Yacouba Camara, Paul estime que cette pratique est liée à la tradition et à la religion. Est-ce le cas aujourd'hui sur le terrain? Ok. Merci beaucoup pour la question. On sait que quand tu prends l'excision a précédé, en tout cas les religions qui sont pratiquées au Mali, que ce soit le christianisme ou l'islam, et l'excision a pratiqué toutes ces deux religions. Donc ça veut dire que c'est vraiment une question qui est culturelle du point de vue de l'État, en tout cas aujourd'hui au Mali. Même si on sait que d'autres pensent qu'ils sont en train de pratiquer l'excision pour des raisons religieuses. Voilà. Quelle est la mentalité des personnes, des populations qui pratiquent cette excision selon vous? Bon, la mentalité, ça diffère en tout cas des zones, c'est les cultures. Sur le plan traditionnel, en tout cas, les gens ont des motivations par rapport à la pratique de l'excision, parce que d'aucuns pensent que l'idée c'est pour réduire un peu, et c'est pas le désir sexuel de la femme. Et en tout cas, on avance beaucoup de raisons par rapport à ça, mais la raison principale qui semble quand même s'imposer, c'est un peu ça, en tout cas du point de vue des personnes avec qui on a eu à collaborer. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les autorités ont mis en place une politique nationale de lutte contre ce phénomène. Alors, depuis 2019 à aujourd'hui, quel est le résultat obtenu? Ok, merci beaucoup. Je crois que depuis 2019, depuis bien avant, avec la politique nationale de l'abandon pour la pratique de l'excision,
Et il y a beaucoup d'activités qui sont menées dans ce sens. L'État, en collaboration avec les partenaires qui évoluent sur le terrain, n'est-ce pas, les ONG qui font des activités de sensibilisation tous les jours pour venir à bout de ce problème. Et je crois que quand tu regardes un peu l'évolution des données, on sent quand même que la situation a évolué. Malgré que la pratique demeure, c'est-à-dire que l'abandon demeure un défi, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de résultats par rapport à ça. Et il n'y a pas plus longtemps, il était difficile quand même pour nous d'aller s'exprimer sur la question de l'excision dans certains villages aujourd'hui, et on en parle partout. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution. Quand tu regardes également les chiffres, ça veut dire que les données ont évolué. Quand tu prends les chiffres les taux de prévalence de l'EDSM 5 et l'EDSM 6, on voit que les données ont évolué de 91% à 89%. Donc ça veut dire que vraiment, il y a eu des résultats vraiment. C'est le lieu vraiment de remercier l'ensemble des acteurs qui se battent tous les jours pour amener la population à prendre conscience des enjeux liés à cette pratique. Docteur, certains expliquent qu'il s'agit de diminuer le désir sexuel de la femme. Les raisons qui sont parfois citées sont-elles vérifiées scientifiquement? Très bien. Voilà, avant de parler de ces raisons, je voulais vraiment appuyer Yacouba pour les progrès de cette lutte. Vraiment, cette lutte est à saluer. Il a dit, il y a des moments où on ne pouvait pas parler d'arrêter l'excision. C'était pas possible. C'était un sujet tabou. C'était véritablement tabou. Mais aujourd'hui, nous voyons que certains religieux même font le plaidoyer pour dire que l'excision n'est pas une pratique religieuse. Si aujourd'hui, on est arrivé à comprendre clairement que la pratique de l'excision n'a pas de lien avec la religion, ça c'est établi et je crois que c'est largement accepté. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais médecin au CSRF de Kolondieba, j'ai pris en charge beaucoup de cas de séquelles d'excision, des complications de l'excision qui arrivent. On a même publié certains cas dans un ouvrage avec le professeur Lamine Traoré. On a fait des publications dans ce sens dans le cadre de la lutte contre la pratique de l'excision. Des gens qui sont excisés, un groupe d'individus excisés, les enfants sont excisés par la même exciseuse. La même lame est utilisée pour toutes les filles. Encore, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2008. Donc, c'est pour dire encore que ce combat-là est un combat qu'il faut qu'on mène tous sans aucune ambiguïté, et ça va nous permettre d'avancer. Pour répondre à votre question, est-ce que les raisons tiennent, est-ce que ça permet une réduction du désir sexuel? Au contraire. Parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien. La personne naît avec son clitoris. Le clitoris est un élément anatomique qui est situé juste au-dessus de la cavité vaginale, qui a un rôle dans l'activité sexuelle, notamment l'érection, la sensation de l'orgasme. C'est un élément important, fondamental dans la sexualité. Et quand quelqu'un naît avec un organe, on se permet de couper ça pour une raison dite de diminution. Est-ce qu'on a même le droit de diminuer le plaisir de quelqu'un? Pourquoi chez la fille? Première question. Deuxième question, pourquoi on ne le fait pas chez l'homme? Parce que couper le clitoris de quelqu'un est égal à comme si on coupait vraiment la verge de l'homme. Est-ce qu'on peut couper la verge de l'homme? Non. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas du tout faire l'excision. La raison de réduction c'est vraiment injustifié. Aucune étude sérieuse dans les publications internationales, au niveau national, ne prouve que l'excision permet de réduire les sentiments de quelqu'un. Donc vraiment, c'est pour des considérations, les gens le font comme ça. Bon, vraiment, il faut qu'on quitte là. Paul Damien, quelles sont les localités ou les zones les plus touchées par la pratique de l'excision? Avant de répondre à votre question, je vais réagir par rapport à l'intervention du docteur. Allez-y. Qui pense que le fait que l'excision
n'est pas lié à la religion, que c'est maintenant partagé par tout le monde. Je ne partage pas, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette structure, parce que dans notre zone d'intervention, nous sommes confrontés à ce problème. Donc, les religieux, vraiment, constitue vraiment un obstacle vraiment à l'avancée de nos activités, à la réussite de nos activités de sensibilisation. En quoi il consiste un obstacle pour vous? Parce qu'il ne veut même pas entendre parler de l'excision de ses oreilles. Il pense que c'est un concept, les religieux musulmans, parce qu'ils pensent que c'est un concept donc lié à la religion. L'excision est liée à la religion et ils ne veulent même pas entendre parler de la religion. Et la religion musulmane plutôt, l'islam. Et la zone, on a plus de 15 villages qui vraiment n'ont pas adhéré à l'idée du projet pour la seule raison. 15 villages. C'est le cercle de Djidjeni. Bougouni. Oui, Djidjeni. Djidjeni. Oui. D'accord. Alors, Camara, vous voulez ajouter quelque chose? D'accord, ok. Merci beaucoup, Polo. Je voulais quand même, je comprends Polo dans sa position, mais ce qu'on voudrait dire, c'est quand tu vas à la source. Sinon, quand tu prends même les données de l'EDSM et qui donnent des chiffres par rapport aux raisons pour lesquelles l'excision est pratiquée, il y a des raisons religieuses qui sont avancées. Et beaucoup pensent qu'ils font ça parce que c'est recommandé par la religion. Mais quand tu vas à la source, c'est-à-dire que quand tu échanges avec les religieux, tu comprends réellement que, c'est-à-dire que la pratique, ce n'est vraiment pas, c'est pas dû à la religion en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, nous travaillons avec les leaders religieux. Il y a beaucoup de leaders qui nous accompagnent dans ce sens aujourd'hui pour faire des activités de sensibilisation, de plaidoyer. D'ailleurs, on a un argumentaire aujourd'hui qui a été élaboré dans ce sens par des leaders religieux musulmans et chrétiens. Donc, c'est pour dire encore une fois de plus que, en tout cas, la pratique de l'excision, c'est vraiment culturel, en tout cas au Mali. Avez-vous une idée des derniers chiffres concernant la pratique de l'excision au Mali? Bon, la pratique, les derniers chiffres, tout de suite, je n'ai pas trop la mémoire fraîche pour parler de ça, mais aujourd'hui, on sait, comme je l'ai dit, j'ai évoqué les taux de prévalence, en tout cas au Mali. Aujourd'hui, pour le DSM-6, nous sommes à 89% pour la pratique de l'excision au Mali. Alors, 89, en DDSM5 c'était à 91, aujourd'hui nous sommes à 89. Donc il y a les taux qui sont en train de chuter. 89%. Des filles ou des femmes exigées? Pour l'ensemble, ça c'est le taux global. Maintenant quand tu prends les femmes je ne sais pas, de moins de 45 ans, il y a des taux qui sont quand même avancés par rapport à tout ça. La dernière enquête démographique de santé, je pense que c'était en 2018. Alors, parlons à présent des complications sanitaires. Quels sont les risques liés à la pratique de l'excision? Bon, la pratique de l'excision, il faut voir les conséquences, en fait, les complications. Nous, on les classe un peu en 2 ou 3 niveaux. C'est-à-dire les complications qui peuvent intervenir immédiatement après l'excision, c'est les infections, c'est l'hémorragie. Nous avons publié des cas dans ce sens. Les infections, notamment ces infections-là peuvent être les infections à germes, les germes bactériens ou même des virus, notamment le VIH, qui peut être une source d'infection à tous les enfants. Ensuite, après les infections, il y a les effets psychologiques, parce que quand il y a des complications de ce genre, ça peut entraîner des phénomènes, des troubles psychologiques graves dans la famille. Certaines complications peuvent être considérées comme des complications à moyen ou long terme, notamment une complication quand même assez grave et que nous rencontrons très souvent, c'est l'infibulation. C'est quoi ça? Il s'agit c'est-à-dire de la fermeture
de la cavité vaginale. C'est-à-dire que l'excision, parce que quand on regarde la pratique, en fait, le plus souvent, ce qu'ils font, c'est de couper le clitoris. Quand on coupe le clitoris, qui est un organe quand même très riche, très vascularisé, en vascularisation artérielle veineuse et aussi même l'innervation. Donc on demandera à la fille de s'asseoir, de joindre les deux pieds. Et très souvent, dans les types 4 ou 3 de l'excision, on coupe aussi les lèvres. Quand les lèvres sont coupées, on dira à la fille de s'asseoir, de joindre les deux pieds. Donc la plaie va s'accouler. Conséquence, la région vaginale va être fermée. Certaines arrivent à peine d'uriner, d'autres, pendant les périodes, quand elles vont grandir, quand les menstrues vont arriver, les règles ne peuvent pas sortir. On appelle ça hématocolpos. Il peut y avoir aussi d'autres complications, notamment quand la période d'activité génitale va commencer, c'est l'impossibilité carrément de pratiquer l'activité génitale. Donc c'est des gens, pendant la lune de miel, à la noce, c'est l'impossibilité carrément de pouvoir pratiquer l'acte sexuel parce que la pénétration n'est pas possible, le vagin est carrément fermé. Ça, c'est des complications. Ou bien s'il y a un petit passage, le rapport va pouvoir se faire, mais de façon très très difficile parce que la cavité vaginale est réduite. Et conséquence, c'est des dysparénies, des difficultés, des problèmes terribles dans le foyer. Donc, c'est des dames qui n'accepteront pas les relations sexuelles et ça permet de briser certains foyers carrément. D'autres, quand ils arrivent à dépasser tout ce niveau-là, lorsqu'il y a une grossesse, au cours de l'accouchement, c'est vraiment des difficultés parce que la région périnéale est rétrécie avec des fibroses, des cicatrices inesthétiques. Et pendant l'accouchement, c'est vraiment des dystocies, des difficultés à l'accouchement qui peuvent entraîner des morts fétales et entraîner des déchirures du périnée, la fistule vésico-vaginale, les fistules vésico-recto-vaginales. Vraiment, ça peut entraîner un délabrement périnéo-vaginal complet, des conséquences terribles au plan psychologique, social et professionnel. Donc vraiment, les conséquences sont incalculables. Ces risques sont-ils convaincants aujourd'hui pour ceux qui pratiquent l'excision? Je crois que ces risques sont suffisants parce que les plaidoyers continuent. Nous avons fait la prise en charge de certains et nous avons fait des images qui sont utilisées aujourd'hui par les équipes de plaidoyer. Et je pense que les indicateurs que nous voyons, en tout cas à travers les différentes enquêtes, on voit que la progression, la prévalence de la maladie est en train de chuter au fil des années. Donc encore, il faut qu'on multiplie les efforts de communication et surtout que les leaders religieux, quand Paul nous dit qu'encore à certains niveaux, certains religieux, moi je dirais certains, parce que je pense que les leaders eux-mêmes sont largement convaincus que le fondement religieux, en tout cas ou musulman, de la question de l'excision est pratiquement nul. Bon, maintenant, au niveau, vous savez, dans la pratique de la religion, il y a certains qui auront leur argument, ils ne se reconnaissent pas peut-être dans certains leaders, ils estiment que peut-être ils sont corrompus, ils sont comme ça, bon. Donc il y a ça aussi, quoi. Mais je crois que largement l'argumentaire est qu'il faut qu'on puisse encore maintenir quand même les campagnes de sensibilisation comme vous êtes en train de faire. Et la journée du 6 février doit aussi être encore une fois de plus l'occasion de marteler ces dispositions-là. Alors Paul Damien, vous qui êtes sur le terrain, avez-vous eu connaissance de certains cas de complications? Évidemment. Donc, comme le docteur vient de le dire, l'approche médicale vraiment nous a beaucoup servi sur le terrain. Et la prise en charge médicale et psychosociale des survivantes identifiées sur le terrain vraiment a permis d'accélérer le processus d'abandon et a permis vraiment aux gens, à la communauté de croire donc aux séquelles
de cette pratique néfaste. Donc, sur le terrain, donc, nous assurons la prise en charge médicale des victimes, donc à travers les CESCOM, les CCRF, et nous avons même, comment on appelle, mis en place des SOP, et les comités d'orientation qui permettent vraiment d'orienter les survivants vers les structures de santé. Vous avez dit que vous avez fait des prises en charge. Combien de personnes ont été prises en charge par votre ONG? À la date d'aujourd'hui, nous avons fait 35 prises en charge. 35. Donc nous assurons la prise en charge psychosociale et la prise en charge médicale. Nous les référons vers les centres de santé. Et généralement, les agents de santé ont été formés par le programme, à travers les formateurs au niveau régional qui ont été formés pour la prise en charge médicale. Alors, de quoi souffrent ces victimes que vous avez eu à transférer dans des centres de santé? Donc, ces victimes, vous trouvez que souvent il y a des cas, on a des cas d'hémorragie tout juste après l'excision. Donc, ils nous interpellent sur des cas et nous référons ces cas-là vers les centres de santé. Peut-être c'est des cas d'hémorragie. Nous avons eu à faire la prise en charge des cas de kéloïdes. Donc, communément, on appelle ça un bambara goyokuru. Donc, il y a des kystes qui se forment au niveau du vagin. C'est des séquelles après l'excision. Bon, on a fait aussi la prise en charge comment on appelle, des fistes, la rétention urinaire. Donc, si le méa est touché, donc l'urine ne peut plus, la fille ne peut plus contenir l'urine. Quand elle a besoin d'urine, ça vient automatiquement. Donc, voilà, l'incontinence urinaire. Donc, on a fait la prise en charge de ces cas-là aussi. Alors, quel est le regard la société porte-t-elle sur ces victimes-là? Vous savez, au niveau de la communauté, c'est la méconnaissance. Donc, à travers nos sensibilisations et les victimes, on identifie ces victimes-là. Donc, ceux qui sont informés de ces situations, automatiquement, donc, on observe un changement à ce niveau. Alors, Yacouba, dites-nous, le danger de l'excision est-il pris au sérieux par vous, les acteurs? Évidemment, c'est sur les dangers sur lesquels nous nous basons pour, en tout cas, amener la population à prendre conscience de ces problématiques-là. Parce que nous avons suffisamment de victimes que nous avons recensées. Quand vous partez aujourd'hui au niveau de l'hôpital du Pongier, vous allez voir pas mal de cas de fistules, n'est-ce pas, qui sont recensés, qui sont en train d'être pris en charge. Et maintenant, c'est avec ces données-là et les témoignages de ces gens-là qui ont été pris en charge. Et nous nous servons de ça également, n'est-ce pas, pour sensibiliser la population sur les dangers liés à la pratique de l'excision. Vous dites que vous prenez ça au sérieux, mais comment peut-on expliquer cette ampleur de l'excision? Vous venez de le dire tout de suite, que 89% des filles et des femmes sont victimes de l'excision. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est sur la base de chiffres-là, on se rend compte effectivement la pratique est encore une réalité dans notre pays. Quand vous regardez les taux, imaginez 89% de la population parmi les femmes qui sont victimes de ça. Ça veut dire que pratiquement, la pratique est là. Donc c'est une réalité et les gens continuent à être victimes de ça tous les jours. Mais dans vos campagnes de sensibilisation, qu'est-ce que vous dites aux populations réellement par rapport à ce danger-là? Bon, c'est quand même nous continuons à appeler, à inviter la population vraiment à faire attention. À inviter par quel canal?
c'est surtout les activités de sensibilisation que nous faisons sur le terrain à travers les assemblées générales, à travers les causeries, à travers les émissions radio, à travers beaucoup d'autres stratégies de communication que nous faisons sur le terrain, ensuite sur les médias. Dans les zones urbaines ou dans les zones aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, nous travaillons en parfaite collaboration avec les ONG, ensuite les services déconcentrés qui travaillent à la base au niveau périphérique et également au niveau national. Et nous conjuguons nos efforts avec la société civile, les ONG, les services techniques pour faire des activités de sensibilisation, de plaidoyer et sur les conséquences liées à la pratique de l'excision au Mali. Le Mali n'a toujours pas officiellement interdit cette pratique, contrairement au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. Savez-vous pourquoi? Bon, chaque pays est une particularité. Le Mali est un pays à part entier. On n'a pas forcément les mêmes réalités que ces pays-là. Et nous sommes une société où la pratique de l'excision est très très ancrée. Et il y a beaucoup d'autres réalités. Vous connaissez le Malien, nous sommes vraiment une particularité et nous sommes une communauté qui est très très rattachée à sa culture. Donc ce qui fait que l'abandon de la pratique de l'excision pose problème au Mali. Et ce n'est pas au Mali seulement, on sait que le problème se pose à tous les niveaux, même si c'est le cas du Mali qui nous concerne. Mais c'est dû au fait que nous sommes trop rattachés à notre culture qui fait qu'on a du mal quand même vraiment. On ne peut pas tout de suite quand même interdire la pratique et ça ne sert à rien d'interdire quelque chose tant que la population n'adhère pas à la chose. Donc il faut sensibiliser, il faut amener la population à prendre conscience de ça au lieu d'aller vers l'interdiction totale. Je crois que ça c'est une question de temps au fur et à mesure. Donc je crois que ça pourra venir. Le Mali a initié en 2002 un avant-projet de loi. Où en sommes-nous aujourd'hui? Effectivement, il y a un avant-projet qui a été mis sur la table du ministère de la Justice et ce document a été élaboré en parfaite collaboration avec l'ensemble des acteurs, les leaders religieux, les organisations de la société civile, les services techniques. Tout le monde a pris part à l'élaboration de ce document. Et on sait très bien que ces documents, la population a émis des réserves par rapport à cette question. Quelles sont ces réserves-là? Les pourparlers continuent, vous avez suivi avec nous. Et au Mali, on a vu des manifestations par rapport à cette question d'avant-projet de loi. Mais on sait que tout le monde n'a pas la bonne information en réalité. Mais ce qui fait que l'État a été obligé de faire marche en arrière et les pourparlers continuent, les consultations continuent avec la population. De 2002 à aujourd'hui, ça fait plus de 12 ans, ça fait plus de 10 ans. Voilà, de 2002 à aujourd'hui, ça fait 22 ans. 20 ans. 20 ans aujourd'hui, les pourparlers continuent. Quand est-ce que ces pourparlers vont s'arrêter pour permettre aux populations de mieux comprendre et de s'adapter? En tant que communicateur, 20 ans pour un changement social de comportement, je crois que ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant, mais ce qui est sûr, les sociétés n'ont pas les mêmes niveaux d'évolution. La question des dérèglements sociaux, ce n'est pas tout de suite. C'est un truc qui va prendre du temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on sait qu'un jour, on y arrivera. Ça va prendre le temps que ça va prendre, selon lui. Ça fait 20 ans aujourd'hui que cette loi est encore à l'attente. Est-ce que malgré la multitude des ONG, est-ce qu'il n'y a pas une faillite quelque part des acteurs? Je suis absolument en phase avec vous. Je pense que 20 ans, c'est largement suffisant pour sensibiliser par rapport à une question de ce genre. Nous ne sommes pas très différents de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, voilà des pays dans lesquels l'excision est totalement interdite par la loi. Donc, nous devons s'inscrire dans cette dynamique. Mais bon, il faut reconnaître aussi l'instabilité que notre pays a connue depuis ces derniers temps. Peut-être que l'instabilité au niveau du département même de la santé, parce que c'est un projet de loi, oui, c'est le développement social qui prend ça, non? La promotion féminine. Donc, l'instabilité, chaque fois, voilà, ça peut être des facteurs quand même qui pourront expliquer ça. Mais sincèrement, à mon avis, il est temps de prendre cette loi. Et la sensibilisation est suffisamment avancée. La plupart, en tout cas, des leaders religieux semblent être favorables à
l'interdiction de la pratique. Maintenant, tout le monde prône le dialogue, prône la sensibilisation, oui, mais il faut à un moment donné arrêter et prendre les dispositions. 20 ans, on attend, ça suffit. Voilà. Alors, Paul, parmi ces 20 ans-là, vous avez eu combien d'années à faire pour sensibiliser les populations afin qu'ils comprennent le danger lié à l'excision? Je vais réagir par rapport à la statistique d'abord. Par rapport à la statistique, vous avez dit que les données statistiques sont très élevées. Oui, si on fait ces données statistiques-là prennent en compte, si on fait un PNR 40 ans ou 50 ans. Donc si on essaie de faire des nouvelles études, des nouvelles enquêtes qui va commencer à partir de peut-être 20 ans ou 10 ans, donc on se rend compte vraiment du progrès. C'est ça. Du progrès par rapport à cette lutte-là. Oui. Donc, dire que les données statistiques que nous disposons est très élevées, bon, je suis d'accord avec vous, mais ça prend en compte plus de... Ouais. Si on va en arrière 50 ans ou 50 ans. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à la sensibilisation 20 ans, donc pour la sensibilisation, comment on appelle, pour abandonner cette pratique-là, c'est des pratiques que la communauté est en train de faire il y a plus de 100 ans. Donc, il y a un adage qui dit abandonner revient au galop. Donc, abandonner à n'importe de mer comme ça, cette pratique-là, c'est pas facile. Donc, vraiment, il faut des années de sensibilisation pour faire comprendre aux gens, vraiment. Donc, il faut attendre encore une vingtaine d'années de plus? Non, pas une vingtaine d'années, mais il faudrait donner le temps aux ONG et au gouvernement vraiment d'informer la communauté par rapport à ça. Oui, et vous avez dit la Côte d'Ivoire a abandonné, le Burkina a abandonné, mais la pratique frontalière, il y a la pratique frontalière. Mais au Mali également, il y a certaines localités qui ont annoncé qu'elles abandonnent la pratique, mais des fois, juste après le retour de ces ONG qui partent là-bas, à qui les populations affirment qu'elles vont abandonner, et reviennent encore à la pratique. Qu'est-ce qui ne va pas avec les ONG et puis les populations? Oui, cela nous dit qu'il y a essayez de nous comprendre. Donc, un village peut signer l'abandon, n'est-ce pas? Quand un village signe l'abandon, cela ne veut pas dire que c'est 100% de la commune, 100% des personnes au niveau du village ont abandonné. Mais vous trouverez que c'est la majorité de la communauté qui a abandonné. Et cet abandon, c'est à travers... Tel nombre de villages ont accepté d'abandonner. Maintenant, quand vous dites tel nombre de populations, tel nombre de villages ont abandonné, on comprend vite que c'est 100% de la population qui a accepté d'abandonner. Non, c'est pas, vous ne comprenez pas dans ces gens. Toujours dans une communauté, il y a des réticents. Donc tu peux trouver que dans un village, plus de la moitié des villages acceptent d'abandonner avec les autorités villageoises. Mais il y a des individus qui restent à la traîne, qui traînent pour abandonner. Donc on ne peut pas les forcer. Et à la longue, donc le fait d'abandonner, ça viendra après. Donc, la stratégie malienne et la stratégie burkinabé-ivoirienne, ce n'est pas la même. Donc le Mali a décidé d'abord de sensibiliser la communauté par rapport au phénomène. Et par la suite, peut-être après, la loi peut venir. Mais la Côte d'Ivoire et puis le Burkina ont pris directement une loi contre cette pratique-là. D'accord.
Camarades, les obstacles liés à la pratique de l'abandon de l'excision pourraient-ils être réellement relevés par vous, les acteurs du domaine? Mais bien sûr, je crois que c'est déjà en voie d'être levé. Aujourd'hui, il y a déjà, chaque année, il y a en tout cas des centaines de villages qui sont en train de signer la convention d'abandon. Vous êtes d'accord avec moi que dans 10 ans, ce n'était pas comme ça? Et même dans 5 ans, ce n'était pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a un progrès énorme. Et les gens sont en train de comprendre, la population est en train d'adhérer. Et nous sommes en train de travailler avec les leaders communautaires, avec les leaders religieux. Dès qu'ils adhèrent à la chose totalement, je crois qu'on va trouver la solution à ces problèmes-là. Mais ce n'est pas tout de suite, mais je crois qu'il y a beaucoup d'avancées par rapport à cette question. Alors, à quoi faut-il s'attendre si le phénomène persiste? Bon, le phénomène, si ça persiste, ce qui est sûr, on est obligé d'aller avec la communauté. On est obligé d'aller avec la communauté. En tout cas, l'approche privilégiée de l'État aujourd'hui, c'est vraiment le dialogue. C'est de continuer à communiquer avec la population, de les amener à prendre conscience des dangers liés à ça. Et je pense qu'avec ça, déjà, on est en train de faire des progrès. Dans le domaine de la médecine, quelles dispositions faut-il prendre aujourd'hui pour permettre à ces populations-là d'abandonner cette pratique d'excision? Au plan médical, nous, on ne peut que sensibiliser, prendre les complications, les images des complications, rendre ça public, bien sûr, dans le cadre d'une confidentialité stricte, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, notamment le code de déontologie. Et nous tenons à cela. Mais à mon avis, cette sensibilisation a des limites. Il a pris l'exemple, Paul l'a dit, il y a certains pays qui ont pris la loi directement, ils ne sont pas rentrés dans les... Voilà, ils sont sensibilisés, mais pas autant que nous. Et je pense qu'il est temps que nous aussi, nous prenions les dispositions, parce que finalement, nous devenons problème par rapport à ces pays qui nous entourent, qui, à tous ces niveaux, c'est interdit strictement par la loi, et les gens quittent là-bas pour venir chez nous, parce que c'est permis. Vous avez la preuve que certains quittent mais bien sûr, c'est très clair, il l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. À un moment donné, on s'arrête et on décide. Point. Maintenant, 20 ans de sensibilisation. Et avant ces 20 ans, il faut le dire, l'avant-projet de loi sur la pratique, c'était en 2002. Mais avant 2002, il y a eu une longue période de sensibilisation aussi avant d'arriver à cet avant-projet de loi. Donc vraiment, ça suffit à mon avis. À un moment donné, il faut décider. Surtout qu'on est dans une période de refondation de l'État, il faut profiter pour régler certains problèmes et définitivement, puisqu'on a d'autres choses à faire. On termine ça, il y a d'autres chantiers, on a beaucoup de choses à faire, on ne peut pas rester tout le temps sur le même sujet. Merci. Paul, à un moment donné, il faut décider. Comment réussir alors ce défi selon vous? Oui, effectivement, je rejoins le docteur. Il faut vraiment il faut vraiment légiférer par rapport à la pratique, à cette pratique-là. Il est temps vraiment. Je pense qu'il y a suffisamment d'informations, de sensibilisation qui ont été faites pour l'abandon de cette pratique-là. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. L'air est vraiment au gouvernement vraiment de soutenir les ONG à travers l'interdiction. D'accord, Paul. Un dernier mot. Dites, comment réussir ce défi en 30 secondes? Bon, je pense que comme nous l'avons dit, nous comprenons les acteurs de la société civile, mais pour l'État aujourd'hui, et en tout cas l'approche privilégiée, comme je l'ai dit, c'est vraiment de renforcer la communication sur les conséquences liées à la pratique de l'excision. Je crois qu'avec ça, la solution va être trouvée. Merci. Ainsi prend enfin ce grand dialogue dont le thème était excision. Comment évolue la pratique au Mali? Nous étions avec Yacouba Camara, chargé de plaidoyer et mobilisation sociale du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Paul Damien Marico, chargé de programme à l'ONG Tanier au téléphone. Dr Al-Kadri Diara, vice-président de l'Ordre des médecins du Mali.
À la présentation, Imrana Kilomaïga, à la mise en onde, régie vidéo, Mamadou Ouattara et Mamadi Keïta. À demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.